Le comté de Tarrant se trouve au Texas, collé à la ville de Dallas. Il est un peu marrant d'ailleurs parce que ses délimitations forment un carré presque parfait et on reconnaît bien là le style des États-Unis. Comme on est au Texas, dans ce comté, il y a de nombreux ranchs et ce lundi 4 décembre 1994, il est 7h30 du matin quand le propriétaire de l'un de ces ranchs parcourt sa propriété et roule sur l'une de ces routes qui le traversent. Il connaît ce chemin par cœur. C'est pour cette raison qu'il a vite remarqué cette touffe de cheveux blonds accrochée au barbelé le long de la route, permettant d'éviter que les bêtes ne se retrouvent sur la chaussée. Curieux, parce que ces cheveux n'étaient pas ici la veille. L'homme descend de son véhicule pour inspecter les lieux, peut-être que des jeunes se sont introduits sur ces terres pour faire la fête, et il se pourrait qu'ils aient laissé des déchets. Le propriétaire du ranch s'approche donc de ses cheveux pour observer les alentours. Il comprend rapidement pourquoi des cheveux sont accrochés à ce barbelé en voyant le cadavre qui gît de l'autre côté de la barrière. C'est le corps ensanglanté d'une jeune femme, peut-être même d'une adolescente. Pris de panique, l'homme ne perd pas une seconde pour remonter dans sa voiture afin de prévenir les autorités. Il ne faut que quelques minutes pour que des policiers sécurisent la zone et se penchent sur le cadavre. Parce que oui, très vite ils comprennent qu'il n'y a aucun soin à apporter à l'adolescente allongée ici, son corps étant déjà froid. Il s'agit d'une jeune fille à la peau blanche, la chevelure blonde, ses habits sont recouverts de sang et, manifestement, c'est un acte criminel qui a été commis ici. En aucun cas, la thèse de l'accident ne peut être envisagée. Par conséquent, c'est une enquête pour homicide qui débute. Mais les policiers sont loin de se douter qu'ils viennent de mettre les pieds dans une affaire qui les conduira à découvrir le côté le plus sombre de l'humanité, mêlant trahison, haine et obsession. Faut vraiment que je trouve une idée de business à côté de YouTube. Parce que c'est pas un vrai travail, youtubeur. Je vais finir à la rue si je continue comme ça. Et si je devenais chasseur de primes? C'est pas mal ça. En plus, il y a une énorme prime sur l'un des plus grands criminels de Thaïlande. Et j'ai besoin de me faire connaître d'abord. Comment je pourrais m'y prendre? Ah oui, il me faut un site internet. Je vais utiliser Odoo. Odoo, c'est un logiciel belge qui met à disposition un ensemble d'applications pour gérer une entreprise. On peut, par exemple, créer un site internet, une boutique en ligne, faire des factures, signer des contrats ou encore faire la comptabilité. C'est vrai qu'Odoo facilite vraiment la vie des entrepreneurs. Il y a une application pour tout ce dont on a besoin. Ce sera parfait pour ma nouvelle activité de chasseur de primes. L'application site web me permet de créer un site internet en 3 minutes. Et 3 minutes, c'est le temps réel nécessaire. C'est ultra rapide d'utilisation, il faut juste suivre 4 étapes. Choisir le type de site, ce que l'on veut faire ainsi que le domaine d'activité, la palette de couleurs, les pages et fonctionnalités, et enfin l'apparence générale du site et c'est dans la poche. Ensuite, pour embellir et compléter le site, il n'y a qu'à glisser et déposer des blocs pour construire la page web qu'on veut. On peut tout personnaliser, changer les couleurs, mettre des images, des vidéos, etc. En plus, il y a même l'intelligence artificielle ChatGPT qui est reliée directement à Odoo au cas où on bloquerait pour la rédaction. C'est facile, intuitif et ça fait gagner un temps fou. Mais surtout, c'est gratuit. Parce que oui, la première application Odoo que vous choisirez sera gratuite à vie avec l'hébergement et le support inclus. Par exemple, mon site internet est gratuit et ce n'est que si je veux ajouter une autre application que je passe sur un plan payant. Ce n'est pas fini, puisque le nom de domaine de votre site est également offert pendant 1 an, il n'y a rien à payer sur cette première application. L'application d'Odoo pour créer votre site internet est un outil puissant, gratuit, simple et rapide. Alors allez visiter Odoo avec mon lien en description, il pourrait vous enlever une belle épine du pied. Et si vous voulez découvrir le site que j'ai créé pour savoir qui est ce trafiquant thaïlandais et m'aider à lancer ma carrière de chasseur de primes, vous pouvez y aller, le lien est en description également. Maintenant, place à l'enquête criminelle qui nous intéresse. Fort Worth, toujours au Texas, est une ville de près d'1 million d'habitants. C'est là-bas que naît Diane Zamora en 1978. Diane est l'aînée d'une fratrie de 4 et les enfants sont très proches de leurs parents, Carlos et Gloria. De manière globale, c'est une famille heureuse. Seulement, il y a une petite ombre au tableau, l'instabilité financière des parents et notamment du père de la famille qui a du mal à conserver un emploi et qui doit se contenter de missions à droite et à gauche.
Nécessairement, sans emploi continu, cela devient un véritable défi chaque mois de subvenir aux besoins des enfants. Il arrive que les difficultés financières, pour plusieurs raisons, viennent entamer les liens familiaux ou bien démotiver les enfants dans les études, mais ce n'est pas du tout le cas de la petite Diane qui, au contraire, est plus que déterminée à réaliser son rêve, celui de devenir astronaute. Elle n'a que 9 ans, mais elle sait déjà ce qu'elle veut pour la suite. C'est son rêve, mais elle ne se contente pas de l'annoncer simplement à sa famille. Elle étudie pour. La fillette passe véritablement tout son temps libre à comprendre toutes les matières en vue d'obtenir les meilleures notes à l'école. Cela fonctionne. Elle enchaîne les résultats brillants lors des contrôles. Ses bulletins sont remarquables et remplis de félicitations. Elle a beau être jeune, elle pense déjà à construire son futur dossier scolaire ainsi que son CV. Tout se déroule à merveille. Sauf qu'un jour, un événement difficile va se produire au sein de la famille. Le père, Carlos, est pris sur le fait en pleine infidélité à l'égard de sa femme Gloria. Cela marque profondément Diane, qui assiste aux disputes entre les deux époux à ce sujet. Gloria se sent trahie par son mari. Sa fille le remarque bien. Elle partage le traumatisme de sa mère au point de se faire une promesse. Ne jamais être trompée pour ne jamais ressentir ce chagrin bouleversant. Pour ne pas subir une infidélité, la solution est toute trouvée. Éviter le sexe opposé. Sans contact avec les garçons, pas de relation amoureuse, et donc un risque totalement contrôlé quant à une éventuelle tromperie ou une trahison. Diane met donc tout en œuvre pour ne créer aucune attirance chez les garçons du lycée. Elle ne leur parle pas, ne participe pas aux fêtes auxquelles on l'invite, et se concentre sur ses études encore plus qu'auparavant. Après ses études secondaires, Diane souhaite intégrer l'Académie navale d'Annapolis afin de devenir pilote d'avion dans l'armée, avant de postuler à une formation permettant d'être un astronaute qualifié et pourquoi pas un jour marcher sur la Lune. En attendant, afin de mettre toutes les chances de son côté, la lycéenne rejoint la patrouille civile qui est un programme destiné aux jeunes Américains intéressés par les métiers de l'aviation et leur carrière militaire. Cela fait tout à fait sens pour Diane de se rendre dans un tel programme puisque celui-ci viendra étoffer son dossier lorsqu'elle devra candidater pour accéder au poste de pilote pour l'armée ou encore celui d'astronaute. Parce qu'il y a énormément de candidats et finalement très peu d'élus. Sauf qu'à la patrouille civile, elle fait la connaissance d'un garçon nommé David Graham, âgé de 17 ans. L'adolescente a beau mettre toute la volonté du monde pour éviter les déceptions liées à une relation amoureuse. Dans le cas de ce jeune homme, c'est particulièrement difficile pour elle. Déjà, elle est attirée physiquement par lui. Il mesure 1m90, il est athlétique et charismatique. Au-delà de cet aspect physique, David partage la même vision de l'avenir que Diane. Lui aussi souhaite intégrer l'armée américaine. Dans son cas, c'est l'armée de l'air qui l'attire, mais pour faire la même chose, pilote de chasse. Il est également très studieux, il aime l'école, mais il sait que c'est aussi un passage obligatoire afin d'étoffer son dossier pour obtenir les postes qu'il souhaite briguer plus tard. Les points communs sont si nombreux, en plus d'une attirance physique évidente des deux côtés, que le mois d'août 1995 voit un nouveau couple se former. Ils se sont d'abord côtoyés, en dehors du programme de la patrouille civile. Sans surprise, une alchimie est née de ces rencontres. Et puis, c'est David qui a demandé à Diane si elle souhaitait sortir avec lui. Ce qu'elle a accepté, en dépit de sa réticence initiale à entamer une relation amoureuse. C'est la toute première fois que Diane ressent une telle chose. C'est la première fois qu'elle sort avec un garçon, tout simplement. Mais si elle en est là, c'est parce qu'elle en est éperdument amoureuse. Les deux continuent donc de se voir durant les semaines qui suivent. Cet été au Texas est marqué par la romance qui existe entre ces deux tourtereaux. Ils sont collés l'un à l'autre, tout se passe bien. Simplement, Diane place une limite frustrante pour David. L'adolescente de 17 ans désire rester vierge jusqu'au mariage et ne franchir ce cap qu'avec l'homme qui partagera sa vie pour toujours. Son petit ami l'accepte. Il comprend tout à fait la volonté de Diane. Bien que leur relation soit lente sur cet aspect, ce n'est pas le cas sur le reste et au bout de 6 semaines seulement, les deux familles sont bouche bée après l'annonce du couple. Ils sont fiancés. Évidemment, cette décision survient presque de manière prématurée pour les amis et les familles des deux adolescents. Ils n'ont que 17 ans, ils ne se connaissent que depuis 6 semaines, cela semble rapide, un peu trop. Pourtant, du côté de David et Diane, il n'y a aucun doute, c'est la bonne décision. D'ailleurs, ils tiennent un discours bien rodé face à tout le monde. Ils expliquent qu'ils sont faits l'un pour l'autre et que, contrairement aux apparences, leurs fiançailles sont bien réfléchies. Ils ont les mêmes objectifs professionnels, une vision de la vie identique, alors ils souhaitent construire tout ça à deux. Leur plan est de se marier 5 ans après avoir obtenu leur diplôme,
afin de ne pas gâcher leur carrière militaire à chacun dans l'armée américaine. Alors, évidemment, il y a une chose qui ne vous a pas échappé. 5 ans, c'est long. Très long quand il s'agit de relations sexuelles, tout en restant fidèle à une seule et même personne. La première à s'en rendre compte, c'est Diane, qui comprend bien qu'il y a de fortes chances pour que leur relation ne résiste pas aussi longtemps avec une telle contrainte. Mais David est désormais son fiancé. Alors elle remet en question sa vision sur ce point et décide qu'avec l'engagement des fiançailles, qui est un cap sérieux, le couple peut franchir celui du sexe et enfin coucher ensemble. Évidemment, en face chez David, zéro contestation. Mine de rien, une première relation sexuelle dans un couple est également une étape. Mais là encore, tout se passe pour le mieux et l'amour existant entre les deux devient toujours plus intense. La connexion est totale. À la fin de l'été, le couple va devoir cependant espacer les moments où ils sont ensemble, puisque chacun entame sa dernière année au lycée, et elle est primordiale. Il faut donc se plonger entièrement dans les études. Et surtout, Diane et David ne sont pas scolarisés au même endroit. Ils sont dans 2 établissements différents, séparés d'une vingtaine de kilomètres. Ce n'est pas plus mal pour la concentration de chacun, finalement. Ils se voient déjà comme la véritable histoire d'amour que l'on voit dans le film Top Gun, le couple de militaires prêts à sauver l'Amérique. Sauf que l'avenir est plein de surprises, et ces 2 personnes ne vont pas y échapper. Juste avant qu'on ne continue, je veux remercier ceux qui auront liké cette vidéo et qui auront pensé à s'abonner. Ça ne mange pas de pain et surtout ça m'aide énormément, donc merci à vous. En décembre 1995, Diane et David sont donc à mi-chemin de leur parcours scolaire et le couple s'apprête à continuer son projet de vie. Le 4 décembre de cette même année, c'est une destinée moins réjouissante pour cette jeune adolescente dont le corps vient d'être retrouvé sur les terres d'un ranch. Le propriétaire, après sa découverte, a aussitôt contacté la police. Les enquêteurs sur place comprennent très rapidement qu'ils font face à un acte criminel. C'est la cause de la mort qui les rend si certains sur ce point. L'adolescente qui se tient devant eux a été abattue à la suite de 2 coups de feu. Le premier a touché le côté gauche du visage et le second au milieu du visage. Une balle a été tirée pile entre les 2 yeux, ce qui laisse penser aux enquêteurs qu'ils sont sur le lieu d'une exécution. Une personne a placé son arme à bout portant avant de presser sur la détente. Désormais, il est important de connaître l'identité de cette jeune personne. Seulement, il n'y a rien sur elle qui permette cette identification. À vue d'œil, les policiers estiment l'âge de cette fille à 16 ans. Elle doit donc être lycéenne. Et en ouvrant le gilet qu'elle porte, son t-shirt vient confirmer l'hypothèse des inspecteurs. Ce t-shirt est le genre de celui distribué lors d'événements sportifs se déroulant au lycée. Dans ce cas, il s'agissait d'une réunion d'athlétisme. C'est une très bonne piste parce que cela signifie qu'il s'agit certainement d'une fille du coin. Elle devait être scolarisée dans l'un des établissements de la région. Grâce à cette information, il ne faut pas plus d'1 heure aux enquêteurs pour trouver le nom de l'adolescente assassinée. Il s'agit d'Adrienne Jones, âgée de 16 ans, effectivement. Adrienne venait tout juste d'être signalée disparue par ses parents. Sa mère s'est réveillée un matin de semaine et n'a pas vu sa fille dans sa chambre. En cherchant dans la maison, il n'y avait aucune trace d'elle, ou un élément montrant sa présence récente. Comme l'adolescente n'est pas rentrée du tout, la police a été contactée. Adrienne était scolarisée au lycée de Mansfield, mais là-bas non plus, il n'y a aucune nouvelle de la jeune lycéenne. Malheureusement, elle est finalement retrouvée dans cet enclos quelques jours plus tard, décédée. Les policiers demandent donc à la famille si Adrienne avait des ennemis, ou bien si elle avait eu une altercation avec qui que ce soit ces derniers temps. Mais ce n'est pas du tout dans le caractère de l'adolescente que d'être dans des situations conflictuelles. Cependant, d'après ses parents, il arrivait qu'Adrienne quitte discrètement le domicile durant la nuit. C'est alors que, silencieux jusque-là, le frère de l'adolescente s'immisce dans la conversation avec les policiers. Il aurait justement entendu sa grande sœur se faufiler hors de la maison la nuit précédant son meurtre. Elle serait sortie autour de minuit en toute discrétion pour ne pas réveiller ses parents. Bien sûr, pour les enquêteurs, c'est un témoignage intéressant parce que cela signifie sûrement que ce départ en pleine nuit devait permettre à Adrienne de se rendre à un rendez-vous. La grande question à présent pour les policiers est de savoir avec qui l'adolescente devait passer une partie de la nuit à l'extérieur. Parce qu'il y a de fortes chances pour que cette personne, ou ces personnes d'ailleurs, soient les dernières à avoir vu vivante la victime, et de fait, soient impliquées ou témoins. Les enquêteurs savent dorénavant qu'il y a une grande chance pour que le ou les tueurs soient des personnes qu'Adrienne connaissait.
C'est pour cette raison qu'ils prennent immédiatement la direction du lycée parce que c'est là-bas que les amitiés se font et se défont lorsque l'on est ado. Les camarades de classe, les amis et les connaissances de la victime sont interrogés tour à tour. Les inspecteurs sont exposés à tous les ragots, les rumeurs ainsi que les petits conflits entre lycéens. Des rumeurs commencent à circuler à propos d'Adriane. L'une d'elles voudrait qu'un admirateur secret, mais pas tant que ça finalement, avait porté son attention sur sa camarade. Le problème, c'est que rien n'était réciproque, au contraire. Adriane n'appréciait pas du tout cette attention soudaine. Si l'adolescente se sentait mal à l'aise avec cet admirateur, c'est parce qu'il en faisait beaucoup. Beaucoup trop même. Il lui arrivait par exemple de se rendre au petit restaurant où travaillait Adriane, après les cours, pour commander un sandwich et observer la jeune fille durant son service. Le comportement du garçon était troublant, parce qu'il fixait Adriane, il ne la lâchait pas du regard, ce qui la mettait dans une situation très inconfortable. D'après les autres étudiants, il s'agit d'un ancien élève, âgé de 17 ans et qui avait changé de lycée pour sa dernière année. Les enquêteurs découvrent que ce garçon est également connu pour ses troubles psychologiques. Il est instable et, manifestement, il a déjà agacé d'autres filles également. Le jeune homme devient donc suspect dans le meurtre d'Adriane, d'autant plus que les inspecteurs apprennent de la bouche de la meilleure amie de la victime que la veille au soir de son assassinat, elle était au téléphone avec elle quand elle a reçu un double appel. C'est alors qu'Adriane a annoncé à son ami que c'était ce garçon dérangé qu'il appelait une nouvelle fois. Cet élève harceleur aurait-il réussi à attirer Adriane à l'extérieur de sa maison ce soir-là pour se venger du rejet continuel de celle-ci à son égard? C'est une théorie que les policiers envisagent fortement. Les inspecteurs trouvent rapidement le lycéen suspecté du meurtre d'Adriane. Ils l'amènent en salle d'interrogatoire pour le questionner sur son emploi du temps le soir de la mort de la jeune fille. Sauf que ce que raconte le suspect l'enfonce encore un peu plus. Il dit aux agents que le soir du meurtre, il se trouvait en état d'ébriété après avoir consommé une forte quantité d'alcool. Qu'en plus de cela, il avait aussi ingéré une grande quantité de médicaments pour planer et n'avait absolument aucun souvenir de ce qu'il avait pu faire cette nuit. Les enquêteurs sollicitent les parents du jeune homme, encore mineur, pour le faire passer au détecteur de mensonges, mais ceux-ci refusent catégoriquement. C'est en général très mauvais signe lorsqu'une personne refuse de passer au détecteur. Quelqu'un d'innocent aurait tout à y gagner. Tous ces éléments laissent penser les policiers qu'ils tiennent le tueur. L'excuse de l'amnésie après avoir bu, le refus du test et un garçon obsédé par une fille au point de la suivre partout, c'est un triptyque très dérangeant. Les inspecteurs sont persuadés de son implication, ils demandent donc un mandat pour arrêter le suspect, ce qu'ils obtiennent. Très tôt, un matin, il frappe donc à la porte de son domicile et, sous les yeux de ses parents, il est placé en état d'arrestation pour le meurtre d'Adriane Jones. L'affaire est sur le point d'être résolue. Mais sur le gong, celle-ci va connaître un rebondissement incroyable. Diane Zamora et David Graham sont inséparables. Seule leur carrière professionnelle pourrait venir créer une distance entre eux. David vient d'apprendre qu'il a été accepté dans le programme de l'armée de l'air qu'il souhaitait, tandis que Diane passe des entretiens pour rentrer à l'académie navale d'Annapolis. Malgré la distance entre ces deux institutions de l'armée, qui se trouvent dans deux états différents, les fiancés n'ont pas l'intention de voir leur relation s'effondrer et, au contraire, ils souhaitent bien se marier au bout de 5 ans, comme ils se le sont promis. Pendant ce temps, la police du comté de Tarrant s'apprête à clore son dossier sur le meurtre d'Adriane Jones. C'est ce garçon du lycée âgé de 17 ans qui a fait le coup. En tout cas, c'est ce dont est persuadée la police parce qu'au final, même si tous les éléments récoltés jusque-là laissent totalement penser qu'il s'agit du tueur, les enquêteurs n'ont pas de preuves directes l'impliquant dans ce crime. C'est ce qui amène la police scientifique à fouiller la chambre du suspect ainsi que sa voiture en vue de dénicher la preuve médico-légale manquante pour incriminer définitivement le jeune homme de 17 ans. Les agents ne doutent aucunement qu'ils parviendront à mettre la main sur ce dernier élément afin de finaliser le dossier avant de le transmettre au procureur pour qu'il se charge des poursuites. Au retour des résultats, c'est une stupeur monumentale qui s'empare des policiers. Dans la voiture, tout comme dans la chambre, il n'y a rien qui puisse relier le garçon suspecté au meurtre d'Adriane Jones. Pas de cheveux, pas de sang, pas d'ADN et aucune fibre. Ce qui pose un gros problème aux enquêteurs, parce qu'il est impossible d'être suffisamment méticuleux pour nettoyer tous ces éléments si Adriane s'était trouvée à l'un de ces endroits. Il y a donc de fortes chances pour qu'elle ne soit pas passée par la voiture ou la chambre du suspect.
Désormais, les inspecteurs sont obligés de trouver rapidement une preuve directe. Autrement, ils devront libérer leur suspect n'ayant plus le droit de le conserver en détention. C'est ce qui pousse les autorités à insister pour que le jeune homme passe au détecteur de mensonges. Et finalement, les parents acceptent qu'il réalise ce test. Le garçon est donc conduit dans une salle d'interrogatoire. Le matériel permettant de détecter les mensonges est installé sur lui et la série de questions débute. Après de longues minutes, les conclusions de ce test sont une bonne nouvelle. Pas pour la police, mais pour l'adolescent de 17 ans, puisque d'après la machine, il n'a pas menti. Pour les forces de l'ordre, en revanche, c'est une complète désillusion. Aucune preuve médico-légale, aucun témoignage et un test polygraphe réussi. Rien ne permet d'inculper ce suspect que tout le monde pense coupable. Le garçon est remis en liberté, tandis que les enquêteurs repartent de zéro. Sauf que dans ce cas, repartir de zéro, cela signifie la quasi-mort de l'enquête. Si les inspecteurs se sont tant accrochés à leur premier suspect, c'est aussi parce qu'il était l'unique piste que possédaient les forces de l'ordre. Désormais, il n'y a plus rien. Aucune direction à prendre. En août 1996, cela fait 9 mois que l'enquête sur le meurtre d'Adrian Reynolds a démarré. Toujours aucune nouvelle piste n'est suivie par les policiers. Mais alors que l'affaire prend la direction des dossiers classés sans suite, un coup de téléphone étonnant parvient au poste de police. Le jeudi 29 août, c'est un militaire de la marine américaine qui est au bout de la ligne. Il demande s'il y a un dossier concernant le meurtre d'une adolescente. Les policiers répondent qu'ils en ont un. Le militaire demande donc si cette affaire est toujours en cours, ce que les enquêteurs confirment. Les policiers font immédiatement le rapprochement avec le cas d'Adrian Jones. L'officier de la marine dévoile alors qu'il téléphone parce qu'il vient d'avoir une conversation surprenante avec 2 jeunes recrues. Les 2 jeunes femmes sont allées interpeller l'officier de la marine pour signaler que l'une de leurs camarades avait fait des révélations troublantes à propos d'un acte commis par son petit ami. En réalité, la jeune recrue pointée du doigt aurait dit que son petit ami l'aimait tellement qu'il avait déjà tué pour elle. Évidemment, les policiers demandent aussitôt le nom de cette recrue, et l'officier leur révèle qu'il s'agit d'une fille originaire du comté de Tarrant, nommée Diane Zamora. Ce nom n'évoque absolument rien pour les policiers. Ils sont donc surpris qu'une telle révélation leur soit faite. Diane Zamora n'avait jamais été dans le collimateur des policiers jusque-là, mais à présent, ils vont creuser de son côté pour bien comprendre. Sans perdre une seule seconde, les enquêteurs prennent la direction du Maryland et de la ville d'Annapolis où se trouve l'académie navale pour discuter en personne avec Diane Zamora. Une fois sur place, les policiers demandent à Diane pourquoi a-t-elle dit une telle chose à ses camarades de promotion. La jeune femme de 18 ans explique qu'elle a menti pour se vanter lors d'une discussion entre filles. Elle savait que l'information du meurtre d'Adrian Jones avait beaucoup tourné par chez elle, et elle a dit que son petit ami avait tué par amour parce qu'elle trouvait ça mignon. Les inspecteurs entendent ce que la jeune recrue leur raconte. Ils relèvent cependant un point intéressant. Certes, Diane reconnaît avoir menti sur le fait que quelqu'un aurait tué pour elle, en revanche, elle ne semble pas revenir sur l'existence de son petit ami. Les policiers la questionnent sur ce petit ami, et elle admet en avoir un. Il serait entré dans l'armée de l'air et serait lui aussi une nouvelle recrue. Il s'appelle David Graham. Diane insiste ensuite pour dire que ni elle, ni lui n'ont rien à voir avec le meurtre d'Adrian Jones. Les inspecteurs prennent note puis rentrent au Texas. Ils ne sont pas les seuls à atterrir du côté de Dallas, parce que Diane Zamora les suit dans la foulée. La marine américaine prend très au sérieux les affaires de meurtre dans lesquelles pourraient être impliqués ses soldats. Par conséquent, Diane a été suspendue le temps d'être mise hors de cause ou inculpée. En tout cas, c'est ce qui a été expliqué aux enquêteurs et effectivement, l'armée américaine a payé un billet d'avion à Diane pour qu'elle rentre au Texas, sauf qu'elle ne l'a pas fait. La jeune femme a changé son billet pour se rendre à Colorado Springs, où se trouve l'académie de l'armée de l'air et son fiancé, David Graham. Ce mouvement est suspect pour les policiers. À l'origine, ils n'avaient rien pour approfondir l'enquête en direction de David et Diane, mais ce changement de billet pour rejoindre précipitamment Colorado Springs donne une bonne raison aux enquêteurs de fouiller un peu plus. Et ils se rendent eux aussi à l'académie de l'armée de l'air, dans le Colorado. En y allant, ils pensent trouver le couple, mais surtout, ils souhaitent que David s'explique sur toute cette histoire, afin de comprendre s'il est réellement impliqué dans le meurtre d'Adrian Jones. Les policiers cumulent les surprises avec ce couple. En arrivant à Colorado Springs, ils découvrent que Diane est déjà repartie du côté du Texas. Pourquoi a-t-elle fait une visite express à son petit ami juste après avoir été suspendue par son académie? Pour l'instant, ils n'en ont aucune idée, mais David, lui, est toujours présent. Et c'est bien lui qui intéresse les agents. Quand l'interrogatoire commence, l'attitude du jeune homme déstabilise quelque peu les enquêteurs.
Il agit comme un véritable soldat. Il a une posture très droite, ses réponses sont froides mais précises, et il n'est jamais hésitant dans ses réponses. Les inspecteurs apprennent que Diane a bien rendu visite à David lors des dernières heures. Celui-ci explique que c'était pour partager sa frustration d'avoir été écarté de l'école militaire à cause de cette histoire. S'agissant de la déclaration faite par Diane à ses camarades de promotion, le jeune homme indique être autant désemparé que ceux qui l'interrogent. Il n'a pas d'explication quant à l'attitude de sa fiancée et il évoque de potentiels troubles psychologiques. Simplement, les policiers auraient pu croire la version de David s'il n'y avait pas eu tous ces éléments étranges s'étant déroulés auparavant, et notamment cette visite express de Diane. Alors, les enquêteurs qui comprennent que le jeune homme est très attaché à l'armée décident de faire intervenir son commandant, en espérant qu'il persuade son soldat de dire toute la vérité. Une stratégie payante, car après quelques minutes seul à seul avec son commandant, le jeune homme revient vers les inspecteurs en leur indiquant qu'il va tout dévoiler finalement. Et ce qu'il s'apprête à dire, personne ne l'avait vu venir. David Graham est donc prêt pour raconter ce qu'il s'est réellement passé. Il émet toutefois une réserve. Il refuse de dire son histoire à l'oral. Ce sera par écrit uniquement qu'il communiquera tous les éléments en sa possession. C'est une requête étonnante. Les policiers ont rarement eu de telles demandes, mais acceptent si c'est ce qu'il faut pour connaître la vérité autour du meurtre d'Adrian Jones. Après 1h30 à taper sur une machine, David Graham rend 4 pages. Au début, David décrit la romance qu'il entretient avec Diane. Il écrit que tout est fusionnel entre eux, il y a une magnifique alchimie. Cependant, un grain de sable est venu gripper les rouages de l'amour et ce grain de sable, c'est Adrian Jones. David était scolarisé au lycée de Mansfield, tout comme Adrian, et tous les deux faisaient partie de l'équipe d'athlétisme. Un jour, après une compétition, à peu près 1 mois avant le meurtre, l'adolescente a demandé à David s'il pouvait la ramener chez elle en voiture, ce que le jeune homme a accepté de faire. Mais le trajet s'est rapidement arrêté proche d'une école élémentaire où David ainsi qu'Adrian ont partagé un moment très intime avec une relation sexuelle. Ceci a travaillé le garçon déjà fiancé à Diane, à tel point qu'il décide d'en faire part à sa petite amie. Bien entendu, Diane, qui avait vécu la trahison de son père à l'égard de sa mère, n'accepte pas du tout ce qu'est en train de raconter David. Elle entre dans une colère noire, puis une fois calmée, elle ne met pas fin à la relation, mais indique à son fiancé que s'ils veulent poursuivre, il n'y a qu'une seule chose à faire, tuer Adrian Jones. David, étant éperdument amoureux de Diane, accepte. 2 jours durant, le couple met en place un plan visant à tuer Adrian. David devait la tirer en dehors de chez elle, puis la conduire dans un endroit isolé grâce à sa voiture. Diane, quant à elle, serait cachée dans le coffre du véhicule pendant le trajet. Ensuite, David avait pour mission de briser la nuque de l'adolescente avant de jeter son corps lesté dans le lac Joe Pool. La nuit du 4 décembre, David récupère donc Adriane devant chez elle, peu après minuit. Puis, il conduit jusqu'à une route de campagne isolée. Une fois à l'arrêt, le garçon fait semblant de se pencher pour embrasser Adriane, mais à ce moment, il saisit sa gorge et commence à serrer. Seulement, Adriane se débat. Il faut énormément de force pour réussir à étrangler une personne à main nue. Briser la nuque également n'est pas aussi simple que dans les films, et David n'y parvient pas. C'est bien plus difficile que ce qu'il pensait. Diane, qui est à l'arrière, sort de sa cachette pour observer ce qu'il se passe. Elle assiste alors au combat entre David et Adriane, et elle ne peut que constater les difficultés qu'éprouve son fiancé. Elle saisit alors un poids d'haltère qui se trouvait dans le véhicule et frappe lourdement le crâne d'Adriane, qui tente désespérément de s'échapper de la voiture. La fenêtre côté passager était ouverte, ce qui a permis à Adriane de s'extraire de l'habitacle. Elle court le plus vite possible pour s'éloigner et traverse une clôture barbelée, mais l'un de ses pieds se coince, ce qui permet à David de la rattraper. Entre-temps, il avait récupéré un pistolet qui se trouvait dans la boîte à gants. Il s'est positionné à bout portant d'Adriane avant de lui tirer dessus à 2 reprises au niveau de la tête. Ces aveux conduisent à l'arrestation de David Graham, puis à celle de Diane Zamora dans la foulée. Celle-ci, finalement, avoue sa participation au meurtre, indiquant que l'infidélité de David avait réveillé le traumatisme lié à son père quelques années auparavant. Les aveux de Diane sont identiques à ceux de David. Le dossier est bouclé et le couple va donc comparaître pour meurtre au 1er degré, qui peut être puni de la peine de mort au Texas. Au cours du mois de février 1998, Diane Zamora comparaît donc pour le meurtre au 1er degré d'Adrian Jones. La défense a beau tenter de mettre la volonté de tuer l'adolescente sur le dos de David Graham,
Un agenda de Diane avec la date du 4 décembre entourée et date du meurtre montre bien qu'elle était derrière tout ça, d'autant plus qu'elle l'a reconnu. Elle fait donc face à la peine de mort, mais durant le procès, la mère d'Adrian, la victime, demande à ce que la peine capitale ne lui soit pas infligée, et c'est une requête qui pèse très lourd. Grâce à cette intervention, Diane Zamora, qui a été reconnue coupable, échappe à la peine de mort, mais est condamné à une peine d'emprisonnement à vie. 6 mois plus tard, c'est au tour de David Graham de comparaître. Sa défense est la suivante. Il n'a pas tué Adrian. C'est Diane qui l'a fait parce qu'elle était jalouse. Sauf que, durant son procès, il est démontré qu'il n'a jamais ramené Adrian chez elle après la compétition d'athlétisme. L'adolescente est rentrée avec une amie qui vient témoigner à la barre. Par conséquent, David a volontairement rendu Diane jalouse et l'a ensuite suivie pour ôter la vie d'Adrian. Personne n'est capable d'expliquer ce comportement et David Graham ne dévoilera rien à ce sujet. Mais une chose est sûre, il est manifestement instable. En juillet 1998, David Graham est reconnu coupable du meurtre au premier degré d'Adrian Jones et condamné à une peine d'emprisonnement à vie. Là encore, la mère d'Adrian est intervenue pour éviter la peine de mort au jeune homme, comme dans le cas de Diane Zamora. La mère d'Adrian expliquera ce geste parce que les deux étaient trop jeunes pour mourir aussitôt, et c'est pour ça qu'elle est intervenue. Merci à Odoo d'avoir sponsorisé la vidéo. Pour la gestion de votre entreprise, Odoo, c'est la solution. Allez voir le lien en description. Voici pour cette affreuse histoire de jalousie. Si vous êtes arrivé jusque-là, inscrivez le mot couple en commentaire pour montrer que vous êtes les meilleurs. Vous pouvez aussi vous abonner et liker cette vidéo. Je remercie tous ceux qui le feront et je vous remercie également de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Bye.